Le soleil filtrant à travers les immenses fenêtres de l'appartement des docks de la Villette m'a réveillé doucement. Un luxe simple, celui de se sentir en sécurité. Je me suis tourné. Pierre dormait encore, sa main forte posée sur ma taille, la cicatrice sur son biceps gauche, souvenir de cette nuit infernale, visible sous le drap. J'ai respiré son odeur, ce mélange de café noir, de tabac froid et de quelque chose d'indéfinissable, à la fois dangereux et réconfortant. Qui aurait cru? Qui aurait cru que ma vie prendrait ce tournant absurde, cette danse macabre, un soir de Saint-Sylvestre glacial? Je me souviens de ce vent, tranchant comme une lame, qui balayait les quais de la Seine ce soir-là. Ce n'était pas juste du vent, c'était une bête qui mordait, qui lacérait les couches de cachemire et de laine, comme si c'était du papier. Mais moi, j'étais loin des quais luxueux. J'étais à l'autre bout de Paris, traînant mes dernières pièces dans ma poche et Léo par la main, tentant de lui coller un sourire forcé. Un sourire, ma meilleure arme, vous savez. Celui qui cachait la lettre d'expulsion au fond de mon sac, qui dissimulait l'hématome qui virait au jaune sur mon bras, un cadeau de mon ex dont je ne voulais même plus prononcer le nom. Ce sourire était un bouclier contre la terreur qui me serrait la gorge. Je les revois, ces petits yeux bleus, clairs comme des éclats de ciel d'hiver, fixés sur moi. Léo, 6 ans, l'âme d'un vieillard, toujours silencieux, toujours attentif, toujours inquiet. Son manteau, 2 tailles trop grand, les manches retroussées en boudins épais. Maman, qu'il a dit, sa voix cristalline. Il avait compté les pièces avec moi pour la 3e fois. 3 euros, 4 pièces de 50 centimes, une de 10 et une poignée de centimes. Je n'ai même pas envie de me souvenir de ce chiffre exact, ça me hante encore. Oui, mon cœur? Mon sourire, encore et toujours. Il voulait un milkshake à la fraise. 5 euros. On avait 4,80 €. J'aurais pu oublier le pourboire, mais j'étais serveuse. Je savais ce que c'était de bosser un réveillon. On partagera des frites et on prendra un bon chocolat chaud. Il fait froid, hein? Le chocolat chaud, ça réchauffe les orteils. Il a acquiescé. Toujours si gentil, si conciliant. Trop gentil pour cette vie qu'on menait. Trop, vraiment. Je me demande parfois ce que serait ma vie si je n'étais pas passé par ce quartier ce soir-là. Rue du Faubourg Saint-Denis, je crois. Un endroit qui n'avait pas encore été gentrifié. Les immeubles s'effondraient l'un contre l'autre, tels de vieux hommes fatigués. Mon ventre gargouillait, un son primal, vide. Au coin d'une rue, un panneau clignotant. Chez Robert, le 24-7. Le air de Robert scintillait, vacillait comme un insecte agonisant. Les vitres étaient embuées, d'une chaleur jaune et graisseuse. Le genre d'endroit où le café avait le goût d'acide de batterie et les crêpes la taille d'un enjoliveur. La clochette a tinté, un son joyeux, désuet. Le dîner était presque vide. Un chauffeur de camion ronflait dans le fond, une serveuse fatiguée, les cheveux crêpés pour dissimuler ses cheveux blancs, essuyait le comptoir. « Asseyez-vous où vous voulez, ma belle. » Elle a lancé sans lever les yeux. La cuisine ferme dans 20 minutes pour les plats lourds. Les friteuses sont encore allumées. Je me suis glissé dans une banquette près de la fenêtre. Le vinyle rouge était craqué, rafistolé avec du ruban adhésif argenté qui s'accrochait à mon pantalon usé. J'ai pris un menu plastifié, poisseux. J'étais Marie Dubois et j'étais seul avec mon fils dans un endroit qui sentait l'eau de Javel et le vieil oignon. Léo n'arrêtait pas de regarder l'homme dans l'autre cabine. « Maman, regarde cet homme. » Je me suis raidi. Léo ne fixe pas, c'est malpoli. Mais il n'a pas écouté. Il a l'air triste, a-t-il dit, sa voix portant dans le silence du dîner, comme Batman quand il est dans sa grotte. J'ai risqué un coup d'œil par-dessus mon épaule. L'homme dans la cabine derrière nous, terrifiant. C'était ma première impression. Des épaules larges, un costume qui coûtait plus cher que tout ce que j'avais jamais possédé. Ses cheveux noirs lissés en arrière,
un visage anguleux, taillé dans l'ombre. Il fixait la table en formica comme s'il voulait y percer un trou. Il rayonnait de danger. Mais Léo avait raison. Sous ce danger, il y avait un silence lourd, suffocant. « Retourne-toi. » « Léo, » ai-je sifflé doucement, « mange tes frites. » Mais Léo avait 6 ans et son cœur n'avait pas encore été endurci par le monde. Alors que je fouillais dans mon sac pour une serviette, Léo s'est tourné. Il s'est agenouillé sur le vinyle craqué, posant son menton sur le dossier de la banquette. « Salut » a-t-il dit. Un déclic métallique m'a fait sursauter. L'homme, Pierre, a levé les yeux. J'ai vu son regard et je savais que j'avais gâché quelque chose d'important pour lui. C'était de la même scène pour moi. Il était terrifiant. Mais c'est Léo qui a brisé la glace. Il lui a offert un soldat de plastique vert, un bras manquant. « Tu peux jouer avec le sergent vert » lui a-t-il proposé. « Comme ça, tu n'es pas seul. » L'expression de Pierre a changé. L'homme que je voyais, dont les yeux étaient des gouffres insondables, s'est adouci. Un instant, juste un instant, mais des peurs sont revenues. Qui était cet homme? Léo, ma voix affolée. Je me suis retourné, attrapant le bras de Léo pour le tirer vers moi. Je me suis excusé 1000 fois, l'air terrorisé. Je suis tellement désolé, monsieur. Il parle à tout le monde. Il ne voulait pas vous déranger. On s'en va. Pierre a ramassé le soldat de plastique. Il ne me dérangeait pas, a-t-il dit, sa voix étonnamment douce. Il me prêtait main forte. Je l'ai regardé, cherchant la menace. J'ai vu le costume coûteux, la montre, la cicatrice sur son sourcil gauche. Mais j'ai aussi vu la façon dont il tenait le jouet bon marché, avec un respect presque sacré. On discutait encore, enfin, on essayait de. Les frites étaient froides. Les doigts de Léo étaient poisseux. Je comptais toujours l'argent, encore et encore, mais rien n'avait changé. Et puis Pierre s'est levé. Il a jeté un coup d'œil aux quelques pièces sur la table. Je l'ai vu, il a vu la pauvreté. La honte m'a brûlé, mais je n'ai rien dit. Il a commandé des laits frappés aux fraises pour Léo, des frites, et il a juste dit qu'il ne mangeait jamais seul. Et la honte s'est transformée en une autre peur. Je ne savais pas ce qu'il attendait en retour. C'était la règle de Pierre, cette nuit-là. Une règle absurde pour un homme qui sortait tout droit de mon cauchemar. Un homme que je venais juste de rencontrer, après tout. Comment pouvais-je lui faire confiance? Je ne savais pas. Je ne savais plus rien. Les événements qui ont suivi ont été si rapides, si violents, que ma mémoire est un peu floue. Vraiment. Les détails se mélangent, les images se brouillent. Je me souviens des bruits, surtout. Le vacarme des sirènes de police, les cris, les murmures de Léo, la voix grave de Pierre. Mais les images précises, elles dansent dans ma tête comme des papillons de nuit affolés. À l'époque, sur le moment, je n'avais pas la moindre idée de l'ampleur du personnage que j'avais en face de moi. Le roi de Paris, de ce Paris souterrain dont on entendait parler dans les journaux, entre les lignes, dans les faits divers sordides. Je pensais juste à Léo, à cette putain de nuit de la Saint-Sylvestre où je n'avais nulle part où aller, où je n'avais rien d'autre qu'un enfant terrorisé et une vieille Clio qui toussait. C'est une situation tellement absurde quand on y pense, n'est-ce pas? La vie est faite de ces virages imprévus. J'étais là, assise dans un boui-boui, à raconter mes déboires à un parfait inconnu. Enfin, je parlais surtout de mes tentatives ratées de tricot, comme si c'était le sujet le plus important du monde, et lui, il mangeait des rondelles d'oignons frites, comme si c'était du caviar. Et en réalité, ces parfaits inconnus étaient l'un des hommes les plus dangereux de la ville, un criminel, un baron de la pègre. Mais il était aussi humain ce soir-là, vulnérable à sa manière silencieuse. Et Léo l'avait vu avant moi. L'enfant a ce don de voir au-delà des façades. Moi, je voyais juste la peur, la survie. Lui, il voyait un homme seul. C'était peut-être ça, le problème avec la vie.
On est tellement concentré sur les menaces qu'on ne voit pas les lueurs d'humanité qui peuvent surgir des endroits les plus improbables. J'ai toujours pensé que le monde était cruel, et je n'avais jamais eu de raison de penser le contraire. Mais cette nuit-là, même au milieu du chaos, il y a eu une fissure dans cette certitude. Le temps s'est figé juste avant minuit. Des phares balaient la vitrine du dinner. Pas des taxis, non. Des SUV noirs aux LED bleues et blanches aveuglantes. Pierre s'est arrêté en pleine phrase. Sa posture a changé en un instant. L'oncle détendu a disparu. Le soldat est revenu. J'ai senti le froid dans ma poitrine, une anticipation affreuse. Marie, il a dit, sa voix tombant d'un octave devenant de l'acier. Écoutez-moi très attentivement. Je me suis figé, une frite à mi-chemin de ma bouche. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Me faites-vous confiance? Je viens de vous rencontrer. La vérité brute. Bonne réponse, mais là, vous devez faire exactement ce que je vous dis si vous voulez que Léo voie le feu d'artifice. J'ai vu sa main aller vers l'intérieur de sa veste, et non, ce n'était pas pour son portefeuille. Un clic métallique. Un pistolet. La déflagration a été assourdissante dans le silence qui a suivi. « Prenez le garçon », a ordonné Pierre, les yeux rivés sur la porte. « Allez à la cuisine. Dites à Florence de vous laisser sortir par l'arrière. Courez à la station de métro. Ne vous arrêtez pas. » « Qui sont-ils » ai-je murmuré, la terreur inondant mon visage. « La raison pour laquelle je mange seul d'habitude » a répondu Pierre. La clochette au-dessus de la porte n'a pas tinté. Elle a volé en éclats. Le vent glacial s'est engouffré, suivi par 3 hommes armés de mitraillettes silencieuses. Le chef a ricané. « Bonne année, Monsieur Duval. » Pierre a balancé la table. Elle a explosé vers le haut, un bouclier de fortune. Dans les films, les fusillades sont rythmées. Ici, dans ce dîner exigu, c'était un chaos assourdissant. Un marteau-piqueur contre mes tympans. Je me souviens des balles arrachant le vinyle rouge, transformant la bannière « Bonne année » en confetti. « À terre! Restez à terre! » a rugi Pierre, me poussant la tête vers le sol en linoléum. Je n'ai pas eu besoin qu'on me le dise 2 fois. J'avais agrippé Léo par l'arrière de son manteau trop grand et je l'avais pratiquement jeté sous le comptoir de la vitrine à tarte. La vitre a éclaté une seconde plus tard, nous recouvrant de tessons et de meringues au citron. Léo a hurlé. Ce son aigu perçant a transformé Pierre Duval. De l'homme qui se défendait, il est devenu un chasseur. Pierre a roulé derrière la table renversée, son pistolet levé. Il n'a pas tiré au hasard. 2 coups, contrôlés, précis. Le chef des hommes, avec une cicatrice déchiquetée sur le cou, a violemment secoué la tête. Une balle dans le genou, l'autre dans la gorge. Il s'est effondré en arrière. « Florence, la porte de derrière !» a hurlé Pierre, par-dessus le sifflement dans mes oreilles. La serveuse, Florence, avait déjà disparu derrière la massive cuisinière en acier inoxydable. « Allez, Marie, maintenant !» Pierre a tiré pour nous couvrir, empêchant les 2 autres assaillants de sortir de derrière le cadre de la porte. J'ai attrapé Léo, qui sanglotait maintenant silencieusement, le visage enfoui dans ses mains. « Viens, mon cœur, viens, cours avec maman. » Nous avons sprinté vers la cuisine. En nous frayant un chemin, une balle a ricoché sur le cadre métallique de la porte, manquant mon oreille de quelques centimètres. J'ai senti la chaleur, le bourdonnement furieux de la mort qui passe. Pierre reculait vers la cuisine tout en gardant une visée stable. Il a tiré. Le coup a été large, brisant la cafetière sur la plaque chauffante, répandant du liquide marron brûlant sur la plaque. « Merde !» a-t-il sifflé. Il était à court de munitions. Un chargeur de rechange, 15 balles pour nous maintenir en vie. Il a fait irruption dans la cuisine. Étroite, sentant le vieux gras et le désinfectant. Florence était blottie près du lave-vaisselle industriel, priant bruyamment. La porte de l'allée, a aboyé Pierre, saisissant un lourd plateau métallique pour s'en servir de bouclier. Florence, restez à terre. Ne bougez pas avant d'entendre les sirènes.
Ils vont nous tuer, a gémi Florence. Pas ce soir, a dit Pierre d'un ton sombre. Il a ouvert la porte à coups de pied. L'air froid nous a frappés comme un coup physique. La neige tombait maintenant en épaisse couche blanche, obscurcissant le monde. L'allée était couverte des sacs poubelles empilés qui ressemblaient à des corps endormis sous la neige. « Ma voiture !» ai-je balbutié, montrant de la rue. « La Clio ?» Elle est juste là. Non. Pierre m'a attrapé par le bras, sa prise me meurtrissant. « Elle donne un observateur devant. Votre voiture est un cercueil. On se déplace à pied. » « Léo ne peut pas courir aussi vite, » ai-je crié, regardant mon fils, dont les petites jambes tremblaient de façon incontrôlable. Pierre n'a pas discuté. Il a rangé son arme et soulevé Léo dans son bras gauche comme si le garçon ne pesait rien et a pris ma main droite. Alors je cours pour lui. Bougez. Nous avons sprinté dans l'allée, glissant sur la glace noire cachée sous la neige. Derrière nous, la porte arrière du dîner a éclaté. Des voix ont crié en russe. Des Russes? J'ai entendu le mot. Le syndicat Kirov. Comment savait-il qu'il était là? Personne ne le savait. Une balle a ébréché le mur de briques près de la tête de Pierre, envoyant de la poussière de maçonnerie dans ses yeux. Il n'a pas bronché. Il a tourné brusquement à gauche, me traînant dans le labyrinthe des corridors de service derrière la rue principale. Où allons-nous? J'ai halté, mes poumons brûlants. Ce quartier a une entrée de métro sur la rue de Rivoli, non? Oui, mais on ne prend pas le train, on prend les tunnels. Nous avons débouché sur la rue de Rivoli. Elle était déserte. Les feux d'artifice du centre-ville illuminaient le ciel en éclats moqueurs de rouge et de vert. Soudain, une berline noire a crissé dans le virage, dérapant sur la neige. Elle a percuté le trottoir à quelques mètres devant nous, bloquant notre chemin. J'ai crié, reculant, mais Pierre a tenu bon. Il a levé son arme, visant la vitre du conducteur. La vitre s'est abaissée. « Patron, montez !» C'était Émile, le chauffeur de Pierre. Il avait entendu des coupes de feu. La Cadillac Escalade blindée était une vision magnifique et abîmée. « Montez à l'arrière! Baissez-vous !» Pierre m'a poussé avec Léo sur les sièges arrière et a plongé sur le siège passager. « Roule, Émile, roule !» Émile a appuyé sur l'accélérateur. Le lourd SUV a rugi, ses pneus patinant une fraction de seconde avant d'agripper l'asphalte. Nous avons démarré en flèche au moment où les Russes ont émergé de l'allée. Des tirs automatiques, le verre pare-balles s'est fissuré comme une toile d'araignée. « Monsieur, Thomas mais a tenu. « Tout le monde va bien ?» a hurlé Pierre, se tournant vers l'arrière. J'étais recroquevillé sur Léo, mon corps comme un bouclier humain. J'ai levé les yeux, grand, sauvage et terrifié. « On est vivant. On est vivant, patron, » a dit Émile, la voix mouillée, tendue. Pierre a tourné la tête en avant. Émile agrippait le volant si fort que ses jointures étaient blanches. Mais une tache sombre s'étendait sur sa poitrine, imprégnant sa chemise blanche. Un tir chanceux ou malchanceux selon l'angle. Une balle perforante avait trouvé la jointure du panneau de porte avant qu'il ne s'éloigne. « Émile, » a dit Pierre, sa voix basse. « Je peux nous emmener au pont, » a sifflé Émile, du sang bouillonnant à ses lèvres. « Je peux nous emmener à Montmartre. » « Tiens bon, Émile, respire juste. » Pierre a pressé sa main sur la blessure d'Émile, essayant d'endiguer le flux. Mais il savait. Il avait vu assez de morts pour savoir quand la porte se fermait. « Bonne année, patron, » a murmuré Émile. La voiture a dévié violemment. Les yeux d'Émile ont roulé en arrière. Il s'est effondré contre la porte. « Attrape le volant !» Pierre a détaché sa ceinture, se jetant sur la console centrale. Il a saisi le volant de la main gauche, utilisant sa droite pour repousser le poids mort d'Émile de la pédale d'accélérateur. Le SUV a percuté un camion de livraison garé, arrachant le rétroviseur latéral et des étincelles jaillissant comme des feux d'artifice contre la neige. « Marie !» a hurlé Pierre, luttant pour contrôler le véhicule de 3 tonnes depuis le siège passager.
Marie, j'ai besoin que vous montiez ici et que vous appuyiez sur le frein. Je n'y arrive pas. Quoi? Ai-je hurlé de l'arrière. Faites-le ou on meurt. J'ai détaché ma ceinture. J'ai grimpé sur la console centrale, mes mouvements frénétiques. J'ai vu le sang sur les mains de Pierre. J'ai vu les yeux sans vie du chauffeur. La panique menaçait de paralyser mon cerveau. Mais j'ai entendu Léo gémir à l'arrière. J'ai enfoncé mon pied sur la pédale de frein. Le SUV a dérapé, glissant latéralement sur la route glacée avant de s'écraser contre un banc de neige avec un craquement assourdissant. Le silence est revenu dans la voiture. Le moteur ronronnait, le chauffage bourdonnait. Pierre a laissé échapper un soupir, son front reposant sur le tableau de bord. Il s'est tourné vers moi. Je tremblais, fixant le corps d'Émile. Il est parti, a dit doucement Pierre. Il a tendu la main et a doucement fermé les yeux d'Émile. C'était un homme bon. Il avait une fille à l'université. Pierre a regardé sa montre. 0001. Bonne année, a-t-il murmuré au fantôme sur le siège du conducteur. Il s'est tourné vers moi. Son visage était dur, le visage du chef de la pègre. Mais ses yeux étaient suppliants. On doit déplacer le traqueur de cette voiture. Ils le trouveront dans 10 minutes. On doit marcher. Marcher où? Ai-je pleuré, les larmes déferlant enfin. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas dans ce qui se passe. Vous venez de faire tuer un homme sur un... Je suis la seule chose qui se tient entre vous et une tombe, en ce moment, a dit Pierre, sa voix basse et intense. Il m'a agrippé les épaules. Marie, regardez-moi. Je vous expliquerai tout. Mais là, j'ai besoin que vous fassiez confiance à l'homme qui a acheté un milkshake à votre fils. Pouvez-vous faire ça? Je l'ai regardé. J'ai regardé le sang sur ses mains. Puis j'ai regardé Léo qui serrait le soldat de plastique vert que Pierre lui avait donné. Montrez le chemin, ai-je murmuré. La planque n'était pas une maison. C'était une ancienne usine de textiles désaffectée dans les docks de la Villette, reconvertie en un loft sécurisé. Hors réseau. Personne de sa famille ne connaissait l'endroit, sauf Pierre et son avocat, un certain Antoine, qui était en vacances, paraît-il, sur la Côte d'Azur. Pierre a déverrouillé la lourde porte en acier avec un scanner biométrique et une clé physique qu'il gardait cousue dans la doublure de sa ceinture. À l'intérieur, l'espace était fait, froid et sombre. Le clair de lune filtrait à travers les hautes fenêtres cintrées, illuminant des particules de poussière dansante. « Ne touchez pas les lumières », a prévenu Pierre, verrouillant les peines derrière nous. 4 loquets, chacun épais comme le pouce. On reste dans le noir. S'ils suivent par satellite, les signatures lumineuses sont un indice mortel. J'ai marché jusqu'au centre de la pièce, tenant la main de Léo si fort que mes jointures étaient blanches. Léo était à moitié endormi, trébuchant, le crash d'adrénaline frappant durement le pauvre garçon. « Il y a un lit dans le coin », a dit Pierre, indiquant une zone cloisonnée. « Drap propre, couverture chaude, posez-le. » J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. J'ai emmené Léo au lit. Pierre nous a regardé faire, puis a immédiatement retiré sa veste de costume déchirée. Il l'a jetée sur un fauteuil en cuir. Il s'est dirigé vers le coin cuisine, un agencement élégant et minimaliste, et a ouvert un panneau caché dans le mur. À l'intérieur, pas de nourriture. Un kit médical, un téléphone prépayé, 2 pistolets Glock 17 et des piles de billets de banque ligotés en liasses de 10 000 €. Il a pris le kit médical et une bouteille de whisky. Il s'est assis sur un tabouret, grimaçant. L'adrénaline s'est dissipée, la douleur est arrivée. Une éraflure. Une balle de l'allée avait tranché la chair de son biceps gauche. Pas assez profond pour sectionner le muscle, mais assez pour saigner abondamment. Il a versé du whisky sur la blessure. Il a serré les dents, un grognement rauque s'échappant de sa gorge. Vous allez l'infecter si vous faites ça comme ça. J'ai regardé Pierre. Il était là. Il avait un air si fatigué. Son visage était pâle, des perles de sueur sur son front malgré le froid. La chemise improvisée était trempée de sang.
Je ne sais pas pourquoi, mais ça a mis fin à ma peur. Ou du moins, ça l'a changé. Mon instinct de survie a pris le dessus, le même instinct que j'avais eu en voyant mon propre fils en danger. J'ai connu pire, a dit Pierre. Donnez-moi l'aiguille, ai-je dit, m'avançant. J'ai pris le kit de suture de sa main. Ma mère était infirmière, je sais recoudre. Pierre m'a étudié. Vous tremblez. Je suis terrifié, je l'ai corrigé. Je ne tremble pas. J'ai tiré un tabouret. Pendant les 10 minutes suivantes, le seul bruit dans le vaste loft a été le gloussement du fil et le hurlement lointain des sirènes de l'autre côté du fleuve. « Qui êtes-vous » ai-je demandé, nouant le dernier point. Je ne l'ai pas regardé en face. Je me suis concentré sur la plaie. « Et ne me dites pas que vous êtes dans l'import-export. » Pierre a bu une gorgée de whisky. « Mon nom est Pierre Duval. Je dirige la famille Duval. Nous contrôlons les syndicats, les ports et les contrats de construction dans 3 arrondissements. » Je me suis figé. J'ai lentement levé les yeux vers lui. La mafia. On préfère l'organisation. Vous êtes un gangster, ai-je dit, reculant légèrement. J'ai emmené mon fils dans la voiture d'un gangster. Vous n'aviez pas le choix, a dit Pierre. Et moi non plus. Ce soir était censé être calme. Qui étiennent ces hommes? Des Russes, les Kirov. Pierre a passé une main dans ses cheveux. Mais ce n'est pas le problème. Les Kirov sont des amateurs. Ils ne m'attaqueraient pas le soir du Nouvel An sans savoir exactement où j'étais. Et personne ne savait que j'étais chez Robert. Les yeux de Pierre se sont assombris, ce qui signifie que j'ai un traître. Quelqu'un de proche. Quelqu'un qui suit mon téléphone. Il a pris le téléphone prépayé. Il devait passer un appel. Mais à qui pouvait-il faire confiance? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé, ma voix tremblant de nouveau. Vous allez nous tuer? Parce qu'on en a trop vu? Pierre m'a regardé, sincèrement blessé par la question, bien qu'il sache qu'il ne devrait pas l'être. Marie, je tue les hommes qui me trahissent, je tue les hommes qui blessent des enfants. Je ne tue pas les mères célibataires qui partagent leurs frites avec moi. Il s'est levé, marchant vers la fenêtre. Il a regardé la ligne d'horizon de Paris qui brûlait brillamment au loin. « Vous et Léo êtes sous ma protection maintenant, » a juré Pierre. « Tant que je n'aurai pas découvert qui m'a vendu, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Ils surveilleront votre appartement. Ils surveilleront votre travail. » Je viens de perdre mon travail de toute façon, ai-je murmuré, un rire sombre montant à mes lèvres. Et j'ai été expulsé hier, donc tant pis pour eux. Je n'ai pas de maison. Pierre s'est retourné, surpris. « Vous êtes sans abri? » J'ai croisé les bras, défensive. On était entre 2 logements. C'est temporaire. Pierre a regardé la femme que j'étais, dure, fière et complètement fauchée. Pourtant, j'avais proposé de payer son chocolat chaud quand je pensais qu'il n'était qu'un homme seul et triste. Une étrange sensation s'est installée dans la poitrine de Pierre. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la possessivité. « Eh bien, » a dit Pierre, sa voix plus douce, « vous avez un toit maintenant, au moins pour cette nuit. » Il s'est dirigé vers la pile de billets dans le coffre-fort mural. Il a sorti une liasse, 10 000 €. Il l'a jetée sur l'îlot de cuisine. « C'est pour les services médicaux, » a-t-il dit. J'ai fixé l'argent. C'était plus que ce que je gagnais en 6 mois. Je ne peux pas prendre ça. Prenez-le, brûlez-le. Je m'en fiche, c'est du papier. Pierre a repris le téléphone prépayé. Je dois passer un appel. Restez ici. N'ouvrez la porte à personne d'autre que moi. Pas même s'ils disent qu'ils sont de la police. Les Kirov ont des flics sur leur paye. Pierre s'est dirigé vers l'autre bout du loft pour avoir du réseau. Il a composé un numéro de mémoire. Ça a sonné 3 fois. « Ouais? » Une voix rauque a répondu. C'était Julien, son bras droit, son frère de cœur. « C'est moi, dit. » a dit Pierre. Silence sur la ligne. Puis, « Pierre, Jésus, patron,
On a entendu le scanner de la police devenir fou. Ils ont trouvé l'escalade. Ils ont trouvé Émile. On vous croyait mort. Où êtes-vous? Pierre a écouté attentivement la voix de Julien. Il cherchait le mensonge. Il cherchait l'hésitation. Je suis en sécurité, a dit Pierre. Je suis bien caché. Je ne peux pas vous dire où. Bien, bien, a dit Julien. Qui vous a frappé? Les Kirov. Ces bâtards de communistes, a craché Julien. Je rassemble les gars. On va réduire leur quartier en cendres ce soir. Non, a ordonné Pierre. Pas encore. S'ils m'ont frappé, ils me croient mort. Laissez-les le croire pendant quelques heures. Je dois savoir comment ils m'ont trouvé, Julien. Je ne sais pas, patron. Personne ne connaissait vos mouvements. Vous étiez hors de portée. Exactement, a dit Pierre. J'étais hors de portée, ce qui signifie qu'ils me suivaient électroniquement. Où? Où quoi? Où quelqu'un a mis une balise sur la voiture avant que je ne quitte le compound. Patron, seules 3 personnes ont accès au garage. Moi, Émile et Sébastien. Sébastien, le conseiller, l'homme des finances, celui qui se plaignait que la guerre avec les Kirov était mauvaise pour les affaires depuis des mois. Où est Sébastien? A demandé Pierre, sa voix glaciale. Il est au gala du Nouvel An au Ritz, à fricoter avec le maire. Va le chercher, Julien. Emmène-le à l'entrepôt de Saint-Denis, celui insonorisé. Vous pensez que c'est lui? Je ne pense pas, a dit Pierre. Je dois savoir. Appelez-moi quand vous l'aurez. Pierre a raccroché. Il est resté dans l'ombre un instant, laissant la rage bouillonner. Puis il s'est tourné vers la pièce. J'étais assise au bord du lit, caressant les cheveux de Léo. Léo dormait profondément, serrant le soldat de plastique vert. Pierre s'est approché. Il bougeait silencieusement comme un prédateur, mais s'est arrêté à quelques mètres. « Il va bien ?» a demandé Pierre. « Il est épuisé », ai-je murmuré. J'ai levé les yeux vers Pierre. La peur était toujours là, mais autre chose s'insinuait. La curiosité. « Vous avez une famille? »« J'ai des soldats, » a corrigé Pierre. « Je n'ai pas de famille. C'est une façon de vivre solitaire. Ça permet de rester en vie, d'habitude. » Pierre a regardé le garçon endormi. « Je suis désolé de vous avoir entraîné là-dedans, Marie. Je vous jure que je vais arranger ça. »« Comment? »« En faisant ce que je fais le mieux, » a dit Pierre, « en étant le méchant. » Soudain, un fort bourdonnement a retenti dans le loft. Pierre s'est figé. Ce n'était pas son téléphone. Ce n'était pas la porte. C'était le système d'interphone de l'entrée du bâtiment. Une image de caméra a clignoté sur un moniteur mural. Pierre s'est dirigé vers elle, la main sur son arme. Il a regardé l'écran granuleux en noir et blanc. À la porte d'entrée de la planque secrète, celle que seul Pierre et son avocat connaissaient, se tenait un homme. Il portait un long imperméable. Il tenait un téléphone à son oreille. Le sang de Pierre s'est glacé. Ce n'était pas un Russe. Ce n'était pas Julien. C'était Antoine, son avocat, celui qui était censé être sur la Côte d'Azur. Et derrière Antoine, sortant de l'ombre, se trouvaient 5 hommes lourdement armés, équipés de matériel tactique. « Il est là », a dit Antoine dans l'interphone, fixant directement la caméra. « Je sais que tu regardes, Pierre. Ouvre ou on fait sauter la porte. » Pierre a reculé, son visage pâle. « Qui est-ce » ai-je demandé, me levant. « La seule personne que je ne soupçonnais pas, » a murmuré Pierre. « Prenez Léo, on doit aller sur le toit. » Le toit, il neige, il fait un froid glacial. « C'est la seule sortie, » a dit Pierre en mâchant son pistolet. « Antoine a vendu l'emplacement, on est piégé. » Pierre a pris une lourde couverture en laine sur le canapé et me l'a jetée. « Enveloppez bien le garçon. » Il a marché vers la lourde porte en acier du loft. Il pouvait les entendre placer des charges sur la serrure à l'extérieur. « Marie, » a dit Pierre, se tournant vers moi une dernière fois. Ses yeux brûlaient d'une intensité terrifiante. « Si je vous dis de sauter, vous sautez. Vous comprenez? »
J'ai regardé la fenêtre, puis l'homme qui venait de me donner 10 000 € pour un bandage. Je comprends, et je dis, boum! La porte a explosé vers l'intérieur. La porte en acier du loft n'a pas juste été ouverte, elle s'est désintégrée. La charge de C4 utilisée par l'équipe d'Antoine était de qualité militaire, transformant le métal lourd en éclats qui sifflaient dans l'air comme des frelons en colère. Mais Pierre n'était pas là. 3 secondes avant l'explosion, il nous avait fait entrer, Léo et moi, dans la cage de l'ascenseur de marchandises. La cabine de l'ascenseur était bloquée au rez-de-chaussée, mais il y avait une échelle de service qui montait le long de la cage jusqu'à la trappe d'accès au toit. « Grimpez !» a ordonné Pierre, sa voix résonnant dans la gorge de béton du bâtiment. « Ne regardez pas en bas, regardez juste les barreaux. Léo, accroche-toi au cou de ta mère comme un koala. Marie, ne t'arrête pas. » Mes mains gèlent, ai-je haleté. La cage était une cheminée à vent, aspirant l'air glacial du toit vers le bas du bâtiment. L'adrénaline les gardera au chaud, bougez. En dessous de nous, le loft était envahi. Des faisceaux de lampes de poche traversaient de la fumée. Pierre pouvait entendre la voix d'Antoine, calme et professionnelle. La même voix qui avait négocié les contrats syndicaux de Pierre pendant 10 ans. « Dégagez les coins, tirez pour tuer. Duval ne laisse pas de témoins, donc nous non plus. » Pierre est resté en arrière sur l'échelle, à mi-chemin entre la porte du loft et le toit. Il tenait son Glock d'une main, s'accrochant à l'échelon glacé de l'autre. Une tête est apparue dans la cage d'ascenseur ouverte. Un mercenaire avec des lunettes de vision nocturne. Pierre a tiré vers le haut. Le coup a résonné comme un coup de canon. Le mercenaire est tombé, son corps basculant silencieusement devant Pierre dans l'obscurité en dessous. « Ils sont dans la cage !» Quelqu'un a crié. « Allez, Marie !» a hurlé Pierre, grimpant l'échelle 2 barreaux à la fois. J'ai poussé la trappe du toit avec mon épaule, gémissant d'effort. Levis et hurlé, m'aveuglant instantanément avec la neige. Je me suis hissé sur le toit de gravier, puis j'ai tendu la main pour tirer Léo. Le garçon pleurait, ses larmes gelant sur ses joues, mais il était silencieux. Il était sous le choc. Pierre a bondi hors de la trappe 1 seconde plus tard. Il a claqué le lourd couvercle métallique et a fait tourner la roue de verrouillage. Ça ne les retiendrait pas éternellement. Peut-être 2 minutes. Mais dans une fusillade, 2 minutes, c'est une éternité. « Où maintenant ?» ai-je crié par-dessus le vent. Le toit était un paysage désolé d'unités de CVC et de congères. La visibilité était nulle. Le monde était blanc et gris. Pierre m'a attrapé la main, me tirant vers le bord nord du bâtiment. La grue. Un chantier de construction adjacent avait une grue à tour garée pour les vacances. Son bras planait au-dessus du toit de l'usine, à environ 2 mètres au-dessus de nous et 3 mètres plus loin. « On ne peut pas l'atteindre !» ai-je hurlé, horrifié. « On ne prend pas la grue !» a dit Pierre, nous traînant jusqu'au rebord. Il a montré du doigt. En dessous de nous, à environ 4 mètres, se trouvait le toit plat d'un entrepôt voisin. Il était couvert d'une épaisse couche de neige immaculée, peut-être 1 mètre de profondeur. « On saute !» a dit Pierre. « Vous êtes fous? C'est 2 étages. » La neige amortira la chute. C'est soit des jambes soises, soit une balle dans la tête. Choisissez. La trappe derrière nous a commencé à cogner. Quelqu'un tirait sur les gonds de l'intérieur. J'ai regardé la chute. J'ai regardé Léo. J'ai serré mon fils fort, enroulant la couverture de laine autour de sa tête pour le protéger. « Sur 3, ai-je murmuré, ma voix tremblante. « Non, a dit Pierre. Sur 1. Il m'a poussé. J'ai crié en tombant, serrant Léo. Nous avons atterri dans le banc de neige en dessous avec un bruit doux et étouffé. La neige était profonde, nous engloutissant entièrement. Pierre n'a pas attendu. Il a reculé, a pris de l'élan et s'est lancé du rebord au moment où la trappe du toit derrière lui a explosé. Des balles ont sifflé dans l'espace où il se tenait une microseconde auparavant. Il a atterri lourdement dans la neige. Il a roulé, sentant l'impact secouer ses dents, mais la poudre a absorbé le pire.
Il s'est levé instantanément, ignorant la protestation criarde de son bras blessé. Il m'a dégagé avec Léo de la congère. Nous haletions, couverts de poudre blanche, ressemblant à des bonshommes de neige ramenés à la vie. Vérifiez les eaux cassées, a commandé Pierre, scannant le toit au-dessus de nous. Il a vu des faisceaux de lampes de poche balayer le bord. Ils ne peuvent pas nous voir à travers le blizzard. On doit bouger. Je vais bien, ai-je balbutié. Léo, j'ai perdu le sergent vert, a murmuré Léo, ses dents claquant violemment. Pierre s'est arrêté. Il a regardé la neige. Un petit pied en plastique vert dépassait de la congère. Pierre l'a attrapé et l'a glissé dans la poche de Léo. Personne n'est laissé pour compte. Allons-y. Nous avons traversé le toit de l'entrepôt, descendu une échelle de secours et sommes entrés dans le labyrinthe de conteneurs maritimes dans la cour en dessous. Pierre se déplaçait avec la familiarité d'un homme qui possédait ce territoire. Il nous a conduits à un conteneur rouillé, discret, marqué « Transports Duval, biologiquement dangereux ». « Attendez ici », a dit Pierre. Il a tapé un code sur un clavier caché sous une tache de rouille. Les portes du conteneur se sont ouvertes en sifflant. À l'intérieur, ce n'était pas un entrepôt. C'était un garage. Assise là, élégante, noire et menaçante, une moto BMW et une Mustang Fastback de 1967. « On prend la voiture », a dit Pierre, me lançant les clés de la Mustang. « Moi, je ne peux pas conduire une muscle-car dans la neige. »« Vous devez le faire », a dit Pierre, son visage pâle, la sueur perlait sur son front malgré le froid. « Parce que je suis sur le point de m'évanouir. » Je l'ai regardé. L'adrénaline se dissipait et la perte de sang de son bras le rattrapait. Le bandage de fortune était trempé. « Montez !» ai-je ordonné, ma peur se transformant en une résolution d'acier. J'ai jeté Léo sur la banquette arrière et j'ai pratiquement poussé le roi de Paris sur le siège passager. J'ai démarré le moteur. Le V8 a rugi à la vie, une bête qui s'éveille. « Où ça ?» ai-je demandé, agrippant le volant. « Saint-Denis » a bégayé Pierre, ses yeux se fermant. « 242 rue Oberkampf. Demandez le boucher. » Le boucher? Mes yeux se sont écarquillés. Ça a l'air prometteur. « C'est un dentiste » a marmonné Pierre, le meilleur couturier de la ville. La tête de Pierre a basculé en arrière contre le siège. Il était inconscient. Marie Dubois, une femme qui ne pouvait pas s'offrir un milkshake il y a 2 heures, a passé la lourde vitesse, a appuyé sur l'accélérateur et a décollé du chantier, faisant déraper la massive muscle, car à travers la neige comme une conductrice d'évasion née. L'endroit de la rue Oberkampf n'était pas un cabinet de dentiste, c'était une boucherie chez Jean-Pierre Charcuterie Artisanale. Il était 3 heures du matin, la grille métallique était baissée, j'ai frappé sur le rideau de fer. « Ouvrez, c'est Pierre qui m'envoie. Il est en train de mourir. » J'avais laissé Léo dans la voiture au chaud, porte verrouillée. Je soutenais le poids mort de Pierre contre le mur de briques. Il était de nouveau conscient, mais à peine. Le rideau de fer s'est levé. Un vieil homme se tenait là. Il était massif, portant un tablier taché de sang, que j'espérais être celui d'un porc, et tenant un fusil de chasse à canon scié. C'était Jean-Pierre, le boucher. « Pierre. » Jean-Pierre a baissé son arme, ses sourcils gris et broussailleux se levant. « Madre Dio, rentrez-le. » Nous avons traîné Pierre dans l'arrière-salle, à travers des saucisses pendues et des meules de provolone. L'arrière-salle était stérile, équipée d'une table chirurgicale et de lumière vive. Comme Pierre l'avait dit, Jean-Pierre était un chirurgien sans licence pour ceux qui ne pouvaient pas aller aux urgences. « Mettez-le sur la table », a aboyé Jean-Pierre. « Qui êtes-vous, sa maîtresse ?»« Je suis son chauffeur », ai-je claqué, essuyant de la graisse de mon front, et son garde du corps, apparemment. Il a été touché au bras et il a perdu beaucoup de sang. Jean-Pierre a coupé la chemise de Pierre. De part en part, manqué l'artère, il a de la chance ou il est béni. Jean-Pierre a travaillé rapidement, nettoyant la plaie à l'iode et la suturant avec une précision efficace et brutale. Pierre a grogné de douleur, mais n'a pas crié.
Il fixait le plafond, son esprit en ébullition. Je suis retourné à la voiture chercher Léo. À mon retour, Jean-Pierre avait préparé une assiette de mozzarella fraîche, de jambon de Parme et de pain chaud. Léo a mangé comme un loup affamé. Pierre était assis, torse nu, un bandage frais enroulé autour de son bras musclé. Il m'a regardé. J'étais affalé sur une chaise, regardant Léo manger. J'avais l'air épuisé, mes vêtements tachés de graisse et de sang, mes cheveux en bataille. Pour Pierre, j'avais l'air de la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Pas la beauté polie et superficielle des mondaines qu'il fréquentait, mais quelque chose de brut et de réel. « Vous conduisez bien », a dit Pierre, sa voix rauque. J'ai levé les yeux, un petit sourire touchant mes lèvres. Mon ex avait une Camaro. Il me la laissait conduire quand il était trop ivre, ce qui était souvent. Vous m'avez sauvé la vie, Marie. On est quitte, ai-je dit. Vous nous avez offert le dîner. Pierre s'est levé, testant son bras. Il tenait. Il s'est dirigé vers le téléphone fixe mural. Il ne pouvait pas utiliser les réseaux cellulaires. Il a composé le numéro de Julien. Julien, c'est moi. Patron, je suis à l'entrepôt avec Sébastien. On n'a rien trouvé sur lui. Il pleure comme un bébé, jure fidélité. Laissez-le partir, a dit Pierre. Ce n'était pas Sébastien, c'était Antoine. Antoine? A étouffé Julien. L'avocat? Le gars qui fait nos impôts? L'argent, a dit Pierre froidement. Il a vu les livres. Il savait qu'on était vulnérable pendant que je pivotais vers la construction légitime. Il a conclu un accord avec les Kirov pour leur vendre mon territoire et garder les actifs propres pour lui-même. Je vais le tuer, a grogné Julien. Non, a dit Pierre, c'est moi qui le ferai. Où est-il? Il est au Ritz, a dit Pierre, ses yeux se rétrécissant. Le gars-là, il me croit mort. Il va célébrer sa victoire avec les lieutenants Kirov. Il va porter un toast à ma mémoire. Patron, le Ritz est une forteresse, et les Kirov auront 50 hommes là-bas. Je sais, a dit Pierre. Il a regardé les clés de la Mustang sur la table. C'est pourquoi je n'entrerai pas par la porte d'entrée. Pierre a raccroché. Il s'est tourné vers moi. Jean-Pierre vous gardera en sécurité ici, a dit Pierre. Il y a une chambre à l'étage. Léo peut dormir. Personne ne passe devant Jean-Pierre. Je me suis levé. Où allez-vous? Pour en finir? Vous ne pouvez pas y aller seul, ai-je argumenté. Vous n'avez qu'un bras valide. Julien me rejoint, et j'ai l'élément de surprise. Pierre s'est approché de moi. Il a tendu la main, sa main planant près de mon visage, puis a doucement glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille. Ses doigts étaient rugueux, mais son toucher était électrique. « Marie, a-t-il dit doucement, quand je suis sorti de ce restaurant ce soir, j'ai cru que ma vie était finie. Je pensais avoir tout, mais je n'avais rien. Puis j'ai rencontré un garçon avec un soldat vert et une maman qui compte ses centimes. Il s'est rapproché. Je n'ai pas reculé. Mon souffle s'est coupé. Si je ne reviens pas, a chuchoté Pierre. Jean-Pierre a une enveloppe pour vous. C'est suffisant pour vous acheter une maison, une vraie, où vous voulez. N'osez pas ne pas revenir, ai-je chuchoté férocement, agrippant ses revers. Vous devez une balade en Batmobile à Léo. Pierre a souri. Il s'est penché et m'a embrassé. Ce n'était pas un baiser de cinéma. C'était désespéré, ayant le goût de whisky, de danger et d'espoir. Cela n'a duré qu'une seconde, mais ça a brûlé comme une marque. Pierre s'est retiré, ses yeux sombres cherchant les miens. « Bonne année, Marie. » Il s'est retourné et est sorti dans la neige, la clochette au-dessus de la porte de la boucherie tintant une dernière fois. Je suis resté là, touchant mes lèvres. « Maman, » a demandé Léo, la bouche pleine de jambon, « Pierre va combattre les méchants. » Je me suis approché de la fenêtre, regardant les feux arrière de la Mustang disparaître dans le blizzard. « Oui, mon cœur, » ai-je dit, « il le fera. » Julien, son bras droit, m'a raconté plus tard ce qui s'est passé au Ritz. Lui, il était sur les balcons, avec une douzaine d'autres.
La grande salle de bal de l'hôtel Ritz était une mer de cravates noires, de diamants et de rires superficiels. Sous les lustres en cristal, Antoine a levé un verre de champagne. Il se tenait sur l'estrade surélevée, flanqué de 2 lieutenants Kirov. « À l'avenir !» a annoncé Antoine, sa voix lisse ne trahissant rien de la trahison qui avait payé son smoking. « Et à la mémoire des vieux amis. » La foule a murmuré un toast poli. Ils ont porté des flûtes de cristal à leurs lèvres. Crash! Les doubles portes à l'arrière de la salle de bal n'ont pas juste été ouvertes, elles ont explosé de leurs gonds. La musique s'est tue instantanément. Un soupir collectif a aspiré l'air de la pièce. Pierre Duval est entré. Il était un cauchemar dans une salle de rêve. Il ne portait pas de veste, sa chemise blanche tachée de sang rouille, son bras bandé, son visage un masque de fureur froide. Il a descendu l'allée centrale, la foule s'écartant comme la mer Rouge. « Vous êtes mort », a chuchoté Antoine, la couleur quittant son visage. Le verre de champagne lui a glissé des doigts, se brisant sur la scène. « Les fantômes ne saignent pas, Antoine. » La voix de Pierre a porté dans la pièce silencieuse, plus basse et plus dangereuse qu'un grognement. Les lieutenants Kirov ont cherché leur veste. « Je ne le ferai pas », a dit Pierre, sans ralentir le pas. Des balcons au-dessus, une douzaine de points laser rouges sont apparus, dansant sur la poitrine des gangsters russes. Julien et les soldats fidèles avaient sécurisé la hauteur. Pierre est monté sur scène. Il s'est tenu face à l'homme qui avait été son frère, en tout sauf le sang. « C'était du business, Pierre », a bégayé Antoine, reculant jusqu'à heurter le pupitre. « La ville change. On devait s'adapter. »« Vous ne vous êtes pas adapté, vous avez capitulé », a dit Pierre. Il n'a pas crié, il était terrifiant de calme. « Je vous l'ai dit une fois, Antoine, la trahison est le seul péché que je ne pardonne pas. »« Pierre, s'il vous plaît !» Bang! Un coup de feu. Net, final. Antoine s'est affalé contre le pupitre, le traître réduit au silence pour toujours. Pierre a regardé les lieutenants Kirov. « Dégagez de ma ville !» Ils se sont enfuis. 1 an plus tard, le vent fouettait toujours la rue du Faubourg Saint-Denis, mais à l'intérieur du dîner, chez Robert, il faisait bon. L'endroit avait été rénové. De nouvelles banquettes, une enseigne au néon qui fonctionnait et un chauffage qui ne tremblait plus. Pierre était assis dans la banquette du coin. Il ne portait pas de costume. Il portait un simple pull en laine. « 2 laits frappés aux fraises », a dit Florence en les posant. « Et un café noir », ai-je ajouté, me glissant dans la banquette à côté de lui. J'avais l'air différent, reposé, heureuse, mes yeux brillants. « Merci, maman », a dit Léo, plongeant dans son milkshake. Il avait 1 an de plus grand, et il lui manquait une dent de devant. Pierre a passé son bras autour de mes épaules. Je me suis penché contre lui, comme si c'était naturel. « Bonne année, Monsieur Duval », ai-je taquiné, faisant teinter ma tasse de café contre la sienne. Pierre m'a regardé, moi, la femme qui lui avait sauvé la vie, avec une Clio pourrie et un kit de suture. Il a regardé le garçon qui lui avait offert un soldat de jouet quand il n'avait rien. « Bonne année, Madame Duval », m'a-t-il corrigé avec un sourire. Il a regardé par la fenêtre. La neige tombait, mais pour la première fois de sa vie, le roi de Paris n'avait pas froid. Il n'était pas seul. Il était chez lui. Et aujourd'hui, je ne sais pas vraiment. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, je me demande si j'ai fait le bon choix. Sans doute les deux. La vie n'est jamais tout blanc ou tout noir, n'est-ce pas? Rien n'est parfait. Mais c'est ma vie maintenant. La nôtre. On navigue, on apprend. Et on a toujours le sergent vert, au cas où.